voudrais parler de la double défection de l'astropsychologie. D'une part, parce qu'elle ne prévoit pas, et d'autre part, parce qu'elle ne comprend pas l'enjeu de la naissance. J'ai montré, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent, à mon avis, j'ai montré que dans le 3e livre de la tétrabible de Ptolémée, il était question de ce qui pouvait être prévu avant la naissance. C'est extrêmement clair. Il faut être astrologue aujourd'hui pour ne pas comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à dire des choses que l'on a devant soi. C'est ça. Par exemple, s'il s'agit de prévoir, imaginons par exemple qu'au lieu de faire une échographie quelques mois avant la naissance, on fasse une échographie qui n'aurait d'ailleurs aucun sens. On attend que l'enfant soit né pour dire quel est son sexe. On dirait on se moque du monde. Mais c'est un peu ce qui se passe. On attend que l'astrologue nous dise ce qu'il en sera de l'enfant qui va naître. C'est-à-dire de l'enfant qui va naître, c'est-à-dire non pas de l'enfant qui vient de naître, mais qui va naître. Est-ce que ça sera un garçon ou une fille? Est-ce qu'il sera viable ou pas? Etc. etc. Et cela exige, relisez Ptolémée encore une fois, et ce n'est pas les éditions qui manquent, cela exige que ce soit celle d'Elisabeth Tessier, d'André Barbeau, ou plus anciennement celle qui est parue aux éditions dans la Bibliotheca Hermetica dans les années 70. On doit déterminer le sexe de l'enfant, ce qu'on apprendra quand il sera né, donc ça sera trop tard quand il sera né, il faut le faire avant, il faut le savoir avant. Et donc il y a une sorte de dérive, voyez-vous. Le moment de la naissance est important, mais pas du point de vue astrologique, mais du point de vue de ce que ça va déterminer par la naissance même, par l'héritage biologique, par le fait d'être un homme ou une femme. Et au niveau proprement astrologique, l'astrologie aurait dû se limiter, à mon avis, à l'origine, à prévoir ce qui allait se passer lors de la naissance. Qu'est-ce qu'on allait découvrir lors de la naissance? Ce qui veut dire qu'il faut dresser un thème horaire. Un thème, non pas de la conception, peut-être pas, mais en tout cas un thème qui soit bien antérieur, qui soit dressé bien avant, puisque si jamais il doit y avoir un avortement, je ne sais pas, bien avant la naissance, disons quelques mois au maximum après l'engagement du processus. Donc ça c'est un premier point. Et là l'astrologie est à côté de la plaque parce que elle accorde beaucoup d'importance à la naissance, mais elle ne comprend pas que la naissance est une prévision. Ce n'est pas uniquement le départ de la prévision, c'est en telle chose qui est à prévoir. Qu'est-ce qui va se passer à la naissance? L'autre point, c'est qu'on attend de l'astrologue qu'il nous dise quels sont les changements qui vont se produire. Mais ces changements, on n'est pas dans la voyance. Ces changements, ce sont des changements qui doivent obéir à un cycle, à un modèle cyclique précis. Et là encore, on se perd dans les méandres, dans le labyrinthe de la complexité de l'astrologie actuelle, alors que finalement, le client attend un calendrier qui va déterminer les phases A et les phases B, à condition de préciser évidemment ce qu'on entend par phase A et phase B. Et là encore, il ne s'agit pas de prévoir des choses extraordinaires, des choses imprévisibles, mais de fournir une théorie du temps, un modèle du temps qui soit viable. Et là encore, beaucoup d'astropsychologues en sont parfaitement incapables. Alors, quelle est la philosophie de l'astrologie? J'aimerais bien demander ça à un certain nombre d'astrologues, et qu'est-ce qu'ils répondraient? La philosophie de l'astrologie, c'est de prendre conscience d'une double dualité, la dualité concernant le sexe, qui n'est pas déterminé par les astres, mais qui aura des effets sur notre rapport aux astres,
puisque selon moi, ce sont les femmes qui avant tout sont tributaires de ce déterminisme astrologique et non pas les hommes, et secondo, de déterminer, bien entendu, qu'à certains moments, certaines valeurs doivent prédominer, et d'autres moments, d'autres valeurs doivent prédominer. Parce que c'est bien cela, c'est bien le fonctionnement, c'est l'alternance des valeurs qui est en jeu au niveau prévisionnel. À quelle époque va-t-on vivre selon les valeurs A et les valeurs B? Sachant que ces valeurs sont également déterminées par le sexe et sont déterminées par certaines configurations astrales. Notamment, selon moi, les conjonctions de Saturne avec, successivement, tous les 7 ans, une des 4 étoiles fixes royales. Bon. Alors, c'est quelque chose de relativement simple. Les valeurs A sont des valeurs de fusion, et les valeurs B, les valeurs de séparation. C'est-à-dire, ce que j'appelle aussi alpha-oméga, puisque ça s'appelle comme ça en astrologie. Alpha, c'est la fusion, fusion de l'homme, du Seigneur et de sa maisonnée, comme je dis dans mon jargon. C'est-à-dire que l'homme fait appel à la femme, fait appel à la machine, fait appel à l'animal, et donc à ce moment-là, il est complètement dans l'aliénation, si on veut, pas dans un sens forcément négatif. En tout cas, il est dans le rapport à autrui, dans l'indépendance à autrui. Et inversement, en phase oméga, en phase de séparation, ce que j'appelle la phase sabbatique aussi, il va au contraire chercher à regagner son indépendance, son autonomie, et à dépendre le moins possible de tout cet environnement, de cette maisonnée dont il a été l'esclave, enfin en tout cas dont il a été tributaire en phase alpha. Donc il faut découdre en phase oméga ce qui a été construit et tissé en phase alpha, et inversement. Bon, ça sont des choses simples. Donc tant que l'astrologie ne parlera pas de choses simples, ça n'ira pas. Bon, maintenant, est-ce que l'astrologie est vraiment capable d'annoncer ce qui va se passer, ce qui va correspondre à l'enfant au moment de sa naissance? Vous me permettrez d'en douter. Mais en tout cas, c'est bien ce que la littérature astrologique nous enseigne quand on la lit attentivement, pas le cas de tout le monde. Et vous allez reconnaître que par exemple quelqu'un comme Yves Lenoble, ou Barbeau, parce qu'Yves Lenoble, j'ai oublié de le citer, il a également contribué à une édition de la Tétrabible, comme Barbeau ou comme Elisabeth Tessier, n'ont jamais signalé, à ma connaissance, que le livre 3 de la Tétrabible était consacré à ce qui allait se passer à la naissance. Bon, alors, il faudrait rappeler aussi que, pour entrer dans un point plus technique, que la théorie des maisons astrologiques, la signification des maisons astrologiques, elle a été inspirée de la Tétrabible. Alors certains me diront, oui, mais dans la Tétrabible, on ne trouve pas ces significations des maisons astrologiques. Mais c'est une façon de parler. L'historien des sources ne se trompe pas. Je n'ai pas dit que ces significations étaient attribuées aux maisons astrologiques. J'ai dit que les significations qui figuraient dans la Tétrabible avaient été utilisées par la suite, pour donner des significations aux maisons astrologiques. Ce n'est pas la même chose. Et pour remplacer l'ancien système de signification, le bon démon, la mauvaise, etc., la déesse, etc., par ce nouveau système. Donc, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Bon. Alors, donc il y a là beaucoup de complications, beaucoup de confusions qui se sont installées à travers les siècles, et qui font qu'évidemment l'astrologie ne tient pas le discours qu'on attend d'elle. N'est-ce pas? Elle tend à remplacer par le thème natal, à la limite presque le thème natal va servir à évacuer la question du sexe en disant c'est pas très important que l'enfant soit un garçon ou une fille, ce qui est important c'est son thème natal, où sont ses planètes, etc. Donc voilà, quelque part, cette information sexuelle, elle est en quelque sorte occultée par le thème natal, ce qui est quand même un comble. Donc c'est une sorte de désinformation. Et d'autre part, au lieu de proposer une cyclicité cohérente et répétitive, on va élaborer tout un système de direction, de progression, qui va, là également, complètement brouiller le jeu et qui va faire qu'on n'aura pas une lecture transparente et claire de l'avenir.
Donc voyez-vous, donc là, il y a là quelque chose qu'il fallait dénoncer, et je crois qu'il faut le dénoncer. Et puis je terminerai sur une petite polémique qui a eu lieu hier avec Roger Eke, sur Internet, sur Facebook notamment, à savoir la fameuse histoire de théorie et pratique. Eh bien, au risque de choquer certaines personnes, et ça illustrera bien mon propos, euh, les gens d'en bas, les gens qui appartiennent au monde d'en bas, c'est-à-dire les femmes, sont euh, obnubilées par le principe de la pratique, et elles veulent avoir le dernier mot, donc elles veulent que la pratique soit le juge de paix, et les gens d'en haut, les hommes, ils vont au contraire privilégier la théorie, c'est-à-dire qu'ils sont justement ce qui va permettre de coiffer l'ensemble. Donc finalement, ça n'est même pas une question d'éducation, c'est même pas une question de milieu, c'est viscéral. Notre rapport à la notion de théorie et pratique est quasiment viscéral. C'est-à-dire qu'on est avec cela, et ce n'est pas, c'est pas une question de bourrage de crâne ou de lavage de cerveau, etc. C'est comme cela, moi je crois à une philosophie viscérale, c'est-à-dire nos pensées, ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes, c'est de l'ordre de la viscéralité, c'est de l'ordre de ce qui est inhérent, de ce qui est instinctif. Bon, donc voilà ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la typologie fondamentale qui apparaît du fait du sexe, elle nous renvoie à cette question de la théorie et de la pratique. On peut résumer presque de cette façon, les femmes croient que c'est la pratique qui va déterminer si la théorie est juste ou pas, donc elles s'arrogent un droit de contrôle, un droit d'inspection, d'inventaire, mais alors là on va retomber dans un autre problème qui est celui de la pratique. Quelle pratique? Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, cette pratique, quand elle est embrouillée, quand elle est confuse, elle ne prouve rien du tout. Mais comme les femmes sont dans la pratique, tout ce qui est dans la pratique, pour elles, c'est de l'or, de toute façon. Donc c'est même pas la question de savoir si ça marche ou ça marche pas. Elles veulent que la pratique ait le dernier mot, donc elles veulent avoir le dernier mot. Et inversement, les hommes, Roger Eke justement disait, écrivait que les sciences dures ne respectent que la pratique, c'est complètement faux. Les sciences dures, elles respectent les théories, pas les pratiques. Là aussi, chacun regarde les choses à son niveau, voit midi à sa porte. Effectivement, il y a dans les sciences dures une démarche théorique et l'astrologie ne pourra être intégrée dans le champ scientifique que quand elle sera assurée sur le plan théorique et pas sur le plan de la pratique. Alors Roger Eke nous parle de statistiques, c'est quand même presque comique. Il nous parle de statistiques. C'est un peu ce que j'avais entendu l'autre jour avec un autre astrologue qui nous disait, ah oui, c'était un kinésiologue, il nous disait, ah oui, quand vous avez des milliers de cas de consultation qui marchent, on est dans une statistique qui prouve que le système marche bien. Mais non, c'est pas ça la statistique. C'est pas la multiplication de cas particuliers qui fait une statistique. On ne fait pas une statistique comme ça. Donc là aussi, il y a une façon de revendiquer. C'est intéressant aussi parce que dire que la statistique, ce n'est pas le travail sur les grands nombres, mais c'est sur des cas particuliers, on a encore une fois une démarche féminine. Une démarche féminine en disant, ah ben oui, c'est la quantité des pratiques, c'est la quantité des réussites pratiques qui fait la science. Bon, donc voyez-vous, moi je suis pour l'idée qu'il y a un dialogue de sourds. Hein. D'ailleurs, je vous dis très franchement mon avis, c'est pas la peine de discuter. Certaines personnes ont ça dans le sang, elles ont certaines façons de penser dans le sang, et c'est pas la peine de discuter. Ça, bon, effectivement, je crois que là on va vers une forme de séparation radicale, avec des possibilités de communication ponctuelle, mais je crois qu'il y a vraiment là un clivage épistémologique absolument majeur, qui n'est pas de l'ordre de l'éducation, qui est, et là je crois que l'astrologie peut nous confirmer dans ce sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous recevons mentalement à notre naissance. Nous avons une certaine façon de voir le monde, une certaine représentation du monde qui nous est donnée dès la naissance par le sexe que nous avons. Et cela dit, il y a des personnes qui, tout en étant des hommes, quelque part, ont une sensibilité féminine, et ça explique que pas mal d'astrologues aient cette approche praticienne, pratique, parce que leur nature est quand même très fortement féminine.
Je ne veux pas en dire plus, mais c'est tout simplement comme ça. Voilà, c'est tout. Et l'astrologie attire... il y a très peu d'hommes qui sont aujourd'hui attirés par l'astrologie, et parmi ceux qui ont fait de l'astrologie, il y en a un certain nombre comme moi et Serge Brémorel qui ont pris leur distance par rapport à une certaine forme d'astrologie très féminine, justement. Il s'agit de renforcer le pôle masculin de l'astrologie, tout simplement. Renforcer sa dimension théorique, renforcer sa cohérence théorique, renforcer ce que j'ai appelé l'autre jour je voudrais que l'astrologie soit quand même présentable, que les différents dispositifs qu'on enseigne tiennent la route, au niveau non pas de la pratique, encore une fois, ce n'est pas la question, tiennent la route au niveau de leur exposition, au niveau de leur cohérence. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faut déjà, condition nécessaire, que le discours soit cohérent. Après, on se demande si ça marche ou si ça ne marche pas.